ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonjour à tous, je suis Nicolas Rebière, rédacteur en chef de La République des Pyrénées et de l'Éclair. Et je suis ravi d'être parmi vous et surtout je suis ravi de vous présenter et d'appeler Gaspard Koenig qui devrait arriver d'ici peu. Bonjour à tous. Bonjour Gaspard Koenig, je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter, vous faites ça le comble, je vous l'ai dit. Vous êtes philosophe, écrivain, essayiste et vous avez fait comme un retour à la Terre. Hein, vous allez nous raconter ça. Vous l'avez raconté, enfin vous avez parlé de l'humus, on vous dit écrivain de l'humus dans un roman, et là vous revenez, c'était l'année dernière, prix interallié, et là vous revenez avec Agrophilosophie, un livre passionnant, où vous prenez Voltaire au mot, il faut cultiver son jardin, et vous êtes allé cultiver votre jardin en Normandie, c'est ça? C'est ça. D'abord, je suis très heureux de découvrir Pau, qui est une ville que je ne connaissais pas encore. Et puis, effectivement, j'ai mis la main à la terre, alors en jardinier du dimanche, hein, je vous le dis tout de suite, et avec un succès quand même assez limité. Ça fait 3 ans que j'essaye de faire pousser une tomate qui n'a jamais arrivé à atteindre sa forme pleine et entière, mais ça progresse. Mais ce qui est intéressant sur ce terrain, c'est qu'il y a un peu toutes les formes possibles de rapport à la terre, me semble-t-il. En fait, il n'y en a pas 36 depuis des milliers d'années que l'humanité a un rapport à la terre. C'est soit cueillir, c'est-à-dire prendre les fruits que nous offre plus ou moins aider la nature, donc c'est le verger, soit cultiver, vraiment essayer de lui faire produire quelque chose, c'est le potager, soit ne rien faire et regarder ce qui se passe, c'est la friche. Soit essayer d'arranger quelque chose qui soit beau à nos yeux, c'est ce qui est devenu dans l'acception courante le jardin, mais en fait c'est le jardin d'agrément. Et suivant le rapport qu'on entretient à ces 4 espaces, se dessinent des manières, je pense, de penser le monde complètement différentes. Tous ceux qui ont un jardin savent que y a plusieurs esthétiques possibles. Soit vous ratiboisez tout, vous avez un gazon, vous le tondez tous les 15 jours, et finalement, vous appliquez une esthétique minérale, une esthétique urbaine à la terre. Soit, mais évidemment, il y a 1000 nuances entre les deux, comme j'essaye de faire moi, vous laissez pousser l'herbe, vous fauchez 1 ou 2 fois par an, et puis vous comprenez que ce désordre-là est une forme de beauté, à mes yeux, bien supérieure, puisque vont s'y mêler, un peu par hasard, des fleurs des champs, les insectes vont revenir, les oiseaux vont revenir parce qu'ils vont manger les insectes, et vous reconstituez tout un petit écosystème autour de vous. Mais ça demande de changer de regard. Et aujourd'hui, on a appliqué beaucoup à la culture le regard qu'on applique à la société, c'est-à-dire une forme de monochrome. On aime bien que tout soit droit, d'une couleur égale, d'une hauteur étale. Et puis comme ça, on est content, on se dit on a fait quelque chose de propre. C'est le mot qui est souvent utilisé. Alors, il faut apprendre à être un peu moins propre. Et ça reflète la manière dont on organise encore une fois nos sociétés. Si nos sociétés sont si bureaucratiques, c'est qu'on cultive les hommes de la même manière qu'on cultive les plantes aujourd'hui. C'est-à-dire tous en randonnion, tous pareils, tous avec les mêmes graines. Donc ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que notre rapport à la Terre reflète notre rapport à la vie, à l'existence, à la société, à la politique. Et j'ai voulu aller retrouver mes amis philosophes
pour comprendre ce qui, dans leur pensée, alors les philosophes parlent assez peu du jardin. D'abord, les philosophes sont, dans l'histoire de l'humanité, très souvent des urbains, tout simplement. Ils peuvent parler de la nature de manière théorique, mais ils parlent assez peu du rapport concret aux choses de la Terre, comme si ce n'était pas digne, au fond, de la pensée. Et les philosophes, depuis 2500 ans, se projettent essentiellement dans le ciel. Alors là, que n'a-t-on pas dit sur le ciel, sur l'ordre cosmique? Combien d'investissements, d'efforts intellectuels, de mathématiques n'avons-nous pas déployés pour comprendre comment tournent les planètes autour de nous, alors même que ce qui est dans le sol, nous le connaissons à peine. Nous connaissons 1% aujourd'hui des espèces vivantes dans le sol. C'est un univers extrêmement complexe et mystérieux qui représente en poids il y a davantage de poids animal sous le sol qu'au-dessus du sol. Et si vous mettez tous les vers de terre, tous les champignons, toutes les bactéries sur une balance, tout ce qui est sous la terre, ça pèsera plus lourd que tous les mammifères qui sont au-dessus du sol. Il y a là-dedans un magma complètement fou qu'on maîtrise, qu'on connaît mal. La science du sol, la pédologie, n'est née qu'à la fin du 19e siècle. Ouais, vous le dites très bien d'ailleurs. Vous parlez d'un mépris d'espèce pour l'humus. Oui, un mépris qui est aussi, je pense, une peur et une angoisse. Parce que l'humus a cette fonction métaphysique à la fois essentielle et un peu effrayante pour nous, qui est de transformer la mort en vie. Il y a une fonction agronomique, évidemment, mais il transforme la mort en vie parce que s'il n'y avait pas d'humus, les cadavres s'empileraient les uns sur les autres et boucheraient l'espace en quelques générations. Un cadavre ne se décompose pas tout seul, il est mangé en fait. Il est mangé par tous ces vivants qui composent le sol. Et c'est bien pour ça que les grandes religions ne s'y sont pas trompées, qui font toutes sortir l'homme de l'humus et qui font y retourner. C'est pour ça qu'étymologiquement, humain vient d'humus. Et cette fonction, c'est donc de détruire, de décomposer des molécules, des grosses molécules des corps organisés, des corps carbonés, à 99% des végétaux, et puis de les décomposer en petits éléments biogènes qui vont pouvoir faire surgir la vie à nouveau, la plante, l'herbivore, le carnivore, toute la chaîne trophique. Et donc, constamment en décomposant, il permet aussi au nouveau d'advenir, et il permet au progrès de l'évolution naturelle de suivre son cours. À l'inverse, qu'est-ce que nous essayons de faire quand nous construisons des villes? On dit qu'on artificialise les sols. On dit, c'est pas bien d'artificialiser les sols, mais pourquoi, métaphysiquement, est-ce qu'on artificialise les sols? C'est quelque part pour créer de l'éternité, créer de l'immarcessible, créer quelque chose qui ne bouge plus. On dit, non, ça c'est pour toujours, c'est de la bonne pierre, c'est du bon béton, mais ça ne marche pas. Parce que toujours, l'humus, il creuse et il craque tout ça. Et vous savez très bien que quand vous laissez un chemin ou une ville, on l'a vu pendant le Covid, à l'abandon ou sans entretien pendant ne serait-ce que quelques mois, eh bien les racines craquent le bitume et très vite, tout ça est repris en fait dans cette espèce de recyclage permanent qui est sous nos pieds. Le premier à avoir compris ça, c'est Darwin, qui écrit son dernier livre sur les vers de terre et qui comprend d'abord leur rôle essentiel pour tout ce qui vit au-dessus de la Terre. Il dit les vers de terre, c'est l'espèce la plus importante dans l'évolution naturelle. Et lui-même a beaucoup expérimenté dans son jardin pour en comprendre la dimension de laboureur de la Terre, comme il le dit. Et il dit, mais il comprend que si les ruines sont sous la Terre, c'est pas parce qu'elles sont enfoncées dans la Terre, c'est parce que la Terre les a recouvertes. Et la Terre les a recouvertes sous l'action de millions sur des centaines d'années de petits lombrics qui ont été, vous savez, les petits turicules que vous voyez sur les terrains, qui sont signes de bonne santé des sols d'ailleurs, qui sont des petites colonnes de 1 ou 2 cm de terre. C'est de la terre que les vers ont remonté du bas. Et voilà, quand vous faites ça pendant 300 ans, vous avez recouvert en fait la construction humaine. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, repart à la terre. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce retour, à regarder la Terre? Et vous le dites au début du livre, il y a peu de philosophes qui avaient travaillé là-dessus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de cultiver votre jardin? C'est quoi le cheminement? Et moi, j'ai toujours, depuis en tout cas une dizaine d'années, mêlé mon évolution intellectuelle, mes idées, à la pratique et au voyage. Que ce soit des voyages autour du monde pour aller regarder les expériences de liberté radicale, voyage à cheval à travers l'Europe,
voyage politique en France sur la question bureaucratique. Et alors, vous voyez, l'échelle, ça n'arrête pas de diminuer. Et maintenant, voyage autour de mon jardin, parce que ces nouvelles expériences permettent de partir aussi sur de nouvelles idées. Et donc, comme j'avais commencé à le dire avant de partir dans de longues digressions, mais on avait convenu que ça serait le principe de vagabond de cet entretien, je me suis aperçu que, parce que des souvenirs de textes philosophiques se sont révélés à moi en jardinant, en cueillant une pomme, je me suis dit, tiens, mais Locke, il parle des pommes. En faisant pousser des haricots, je me suis dit, tiens, mais Thoreau parle des haricots. Et j'ai été voir dans les textes, justement, ce que leur rapport à la culture et à l'agriculture disait de leur pensée en général. Et vous voyez, c'est très évident, en fait, quand je vais vous le dire, je vais prendre 2 exemples un peu caricaturaux et vous allez le voir tout de suite. Hegel, qui est un philosophe de la domination, du pouvoir, qui nous a fait beaucoup de mal quand même depuis 2 siècles. Et ben Hegel, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les jardins à la française, il aime les bien taillés, et il considère que le jardinage, c'est de l'architecture. Donc il n'y a rien de plus anti-écologique que cette pensée-là. Et à l'inverse, Proudhon, qui est un philosophe de l'anarchie, de l'ordre spontané, du laisser-faire, pourrait-on dire, enfin l'idée en tout cas de la coopération sur le terrain entre les êtres humains, des coopératives d'ailleurs, sous forme entrepreneuriale, et ben qu'est-ce qu'il aime? Il aime les ronces. Il dit à un moment donné, il a juste une ligne, où il dit, il parle de Napoléon qui voulait obliger les propriétaires à cultiver leurs champs. Il disait, mais laissez donc pousser les ronces et les épines. Il dit, c'est intéressant que Proudhon dise ça, parce qu'il n'a pas tort. Pourquoi est-ce que les ronces apparaissent? Évidemment, les ronces, ça fait sale. Mais ça a une fonction écosystémique absolument essentielle, c'est que ça permet aux arbres pionniers dans une prairie de commencer à pousser en étant protégés des herbivores, et puis de commencer à créer ce qui est l'évolution naturelle de nos milieux en zone tempérée, c'est-à-dire une forêt. Sans ces épines, sans ces ronces, il n'y aurait pas de forêt, parce que tout aurait été mangé par les cervidés. Donc voilà, on retrouve, je trouve intéressant de poser cette question, dis-moi comment tu vois ta terre, et je te dirai qui tu es, ce que tu penses. Et ça vaut pour nos sociétés aussi, la manière dont on conçoit notre environnement et notre rapport à notre milieu, au milieu dans lequel on vit, bien évidemment, est tout à fait lié à l'organisation sociale qu'on met en place. Alors, vous ne vous épargnez pas, parce que vous racontez vos déboires d'agriculteurs, de paysans. Vous apprenez à biner, vous apprenez à faucher. Et à un moment, vous dites d'ailleurs, quand on fait un travail de la terre, on n'a plus le temps, on est trop fatigué pour penser, voire écrire. Alors comment vous avez fait pour réussir à concilier les deux? Ah, mais c'est très difficile d'écrire à la campagne. Parce que les gens disent, ah ben, ça doit être formidable, tu es dans le calme, la nature, et tu as le temps de méditer. Mais alors, pas du tout. Parce que vous êtes toujours appelé dehors, en fait. Et puis, il y a une forme de flux qui fait que petit à petit, vous vous délestez de toute ambition sociale, mais y compris aussi intellectuelle ou littéraire. Et c'est presque vertigineux. Parfois, on dit, je pourrais être heureux comme ça toute ma vie, à condition d'avoir le luxe de pouvoir, évidemment, subvenir à ses besoins, parce que si je devais juste faire confiance à mon potager, je ne serais pas parmi vous ce soir. Et c'est ce que dit d'ailleurs, c'est ce que dit Voltaire dans ce fameux Cultivez votre jardin. En fait, c'est intéressant la manière dont il le dit, parce que à la fin de Candide, donc il lui est arrivé toutes sortes d'aventures extravagantes, et puis ils ont un petit pécule, une petite rente, donc ils peuvent vivre tranquillement, et donc ils décident, la petite bande, de s'acheter une maison à la campagne justement pour être tranquille. Et donc là, ils font rien, ils sont oisifs, et donc ils sont extrêmement malheureux, ils s'entretuent en fait. Il se fâche avec sa femme, il y a un ami qui part. Bon. Et puis à un moment donné, il rencontre un paysan turc qui est très heureux, lui, et puis qui cultive son petit jardin. Et ils comprennent qu'en fait, c'est en travaillant l'espace qu'il a autour de lui, qu'il trouve cette sérénité. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut travailler, il faut cultiver son jardin, qu'il faut travailler. Pas pour gagner de l'argent, en fait, il en a déjà, lui. Mais c'est quelque part une forme presque de divertissement, en tout cas d'activité, qui crée une forme de satisfaction anthropologique première. C'est ça que dit Voltaire. Alors, le travail de la terre, il reste quand même, il peut être considéré comme aliénant. Il l'a été très souvent. Or, vous dites, c'est le sous-titre, réconcilier nature et liberté. On sait combien
pendant des siècles, des serfs étaient attachés à leur terre, et attachés véritablement. Comment on retrouve une liberté, finalement, à partir d'un travail quand même qui reste, et vous le dites, hein, vous dites que le paysan, quand il cultive, il ne pense plus qu'à ce qu'il va récolter. Où trouve-t-on la liberté là-dedans? Bon, alors évidemment, ça nous amène à des considérations beaucoup plus politiques qui sont évidemment très sensibles aujourd'hui, et en particulier ces jours-ci où la révolte des agriculteurs fait jour à nouveau. Parce que ce livre, il part d'une cueillette de pommes ou d'un semis de haricots, et il ouvre des portes justement sur ces différents sujets, et puis il me force aussi à construire ma propre agrophilosophie et à émettre une opinion sur l'évolution notamment de l'agriculture. Et ce que je voudrais dire, donc, d'abord par rapport à la liberté, première chose, c'est que, évidemment, la liberté qu'ont construite les modernes, qui est une liberté de tout faire à tout moment avec le moins d'efforts possible, c'est ça la définition de Benjamin Constant, en fait, c'est une liberté qui est aujourd'hui périmée, ça c'est sûr. On ne peut plus penser la liberté comme ça, parce que c'est une liberté qui est forcément, essentiellement ravageuse pour l'environnement. L'exemple que je prends souvent, c'est la naissance du droit de propriété chez Locke, texte absolument fondamental pour notre modernité, nos contrats sociaux, Locke explique que voilà, je cueille une pomme, je la mange, à quel moment j'en deviens propriétaire? Est-ce que c'est quand je l'ai vue, quand je l'ai touchée, quand je l'ai croquée, quand je l'ai ingérée? Et la réponse de Locke, c'est quand je l'ai cueillie, parce que j'ai fait un effort, et que cet effort m'a permis de m'approprier mon environnement extérieur, et donc il devient mien. Mais si maintenant on introduit dans cette pensée le vivant, et qu'on comprend qu'il n'y aurait pas eu cette pomme sans les vers de terre qui ont entretenu le sol, les castors peut-être qui ont permis d'irriguer la terre, pour reprendre le livre excellent récent de Baptiste Morisot, et évidemment les insectes pour polliniser, il n'y aurait pas eu la pomme. Donc qui est propriétaire de la pomme? C'est tout l'écosystème qui est propriétaire de la pomme. Et vous comprenez bien qu'en fait, quand on réinjecte le vivant dans la pensée politique, tout change. Et qu'on soit libéral, socialiste, marxiste, tout ce que vous voulez, toutes nos philosophies politiques sont construites hors du sol, sont construites pour gérer une société d'êtres humains qui sont dans une sorte d'éther abstrait. Mais ça n'existe pas, ça. Et donc, si on les remet dans leur milieu, dans leur environnement, mais il faut complètement changer notre conception du droit de propriété, notre conception de la liberté, notre conception de tout. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a un lien très fort entre liberté et nature, qui est un lien presque évident, en fait. Quand vous vous promenez en forêt, dans un espace où vous avez le droit de prendre tous les chemins qui s'offrent à vous, ce qui n'est pas toujours le cas, vous vous sentez libre, alors que pourtant, vous êtes dans un espace extrêmement contraignant. Pourquoi? Parce que eh bien, vous êtes, au fond, à l'équilibre avec votre écosystème, et encore plus quand vous cultivez un peu votre jardin et que vous apercevez que ce que vous mangez revient à la terre, que vous faites système, en fait, avec votre environnement, et ça donne une sorte d'indépendance morale, intellectuelle extrêmement forte. Maintenant, sur la question, la deuxième partie de votre question, qui est celle de ceux qui cultivent la terre pour de vrai, parce qu'ils doivent en vivre et qui sont évidemment dans une situation qui n'a rien à voir avec la mienne. Alors, d'abord, j'ai un peu compris l'étendue du problème actuel quand justement j'ai voulu vendre une tonne de pommes que j'avais ramassées et que j'en ai tiré 200 ou 300 €. Donc, si je calcule le temps que j'ai mis à accueillir ces pommes et à entretenir le verger, je pense que je suis à un quart de SMIC horaire. Et donc, évidemment, on voit que le producteur, c'est toujours celui, et sont vendus évidemment 10 fois le prix sur les marchés. Donc, on comprend que le producteur de matières premières, c'est toujours celui qui, dans la chaîne de valeur, est quelque part spolié. Mais par ailleurs, il faut aussi avoir le courage de dire, quand on sait ça, qu'on admet ça, et qu'on voit aussi, et ça je l'ai beaucoup vu dans mon voyage à cheval, parce que j'étais très souvent accueilli dans les fermes, à quel point il est vrai que les agriculteurs sont submergés de contraintes, d'injonctions bureaucratiques, et que ça les rend fous. Donc ça, ils ont raison de le dire. Mais ensuite, il faut quand même avoir le courage de se projeter dans ce que doit être l'agriculture de demain. Et il me semble que l'agriculture, ça a toujours été un objet politique. On dit qu'il faut laisser les agriculteurs faire parce qu'eux savent. Mais ça n'a jamais été le cas, en fait. Dans l'Antiquité, Aristote explique comment Thalès fait des expériences avec ses oliviers pour démontrer que, grâce à ses compétences astronomiques,
il peut produire aussi bien que, voire mieux qu'un agriculteur. Au XVIIIe siècle, les physiocrates ont complètement renouvelé la manière dont on conçoit une ferme, et ça a donné les idées libérales de la Révolution française. Dans les années 60, l'agriculture, elle n'est pas devenue, c'est pas modernisée toute seule, c'est les grands plans d'Edgar Pisani, de Gaulle, qui ont vraiment mené cette transformation tout temps. Donc ça a toujours été un objet politique, parce que d'abord, c'est ce qui nous fait vivre tous. Comme disent les physiocrates, toute richesse vient du sol. Et puis, c'est évidemment quand même quelque chose qui nous appartient en commun, cet humus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit pouvoir s'exprimer même quand on n'est pas soi-même agriculteur, et que l'horizon aujourd'hui de l'agriculture, mais ça, personne n'a le courage de le dire politiquement, alors que scientifiquement, c'est consensuel, l'avenir de l'agriculture, c'est l'agroécologie, c'est-à-dire la restauration, avant tout, la restauration des sols. Je reviens à l'humus. Étymologiquement, ne pas prendre soin de son humus, le polluer, le détruire la vie qui est dedans, sous le coup d'intrants de synthèse, c'est être inhumain, étymologiquement. À l'inverse, prendre soin de l'humus, c'est retrouver de l'humanité. Mais c'est aussi retrouver de la productivité. C'est pas du tout antagoniste. Au contraire, un sol vivant, c'est ce qui va permettre une forme d'auto-fertilisation. Et ça donne des solutions. Je pense que c'est un point d'entrée absolument essentiel dans la crise écologique, parce que, ça redonne évidemment des qualités nutritionnelles aux aliments, mais ça permet de gérer les flux hydrologiques, de faire fonction d'éponge pour capter l'eau lors des inondations et la rendre lors des sécheresses, et évidemment la dépolluer par filtration. Ça permet évidemment de redonner de la biodiversité dans le sol, mais donc aussi forcément au-dessus du sol, parce que c'est lié. Ça permet de nous rendre, nous, plus sains, puisqu'on sait aujourd'hui, avec ce qu'on appelle en médecine la révolution du microbiome, que les bactéries de nos intestins communiquent avec celles du sol. Ça permet de stocker du carbone. C'est que si on augmentait la matière organique de 4 pour 1000, ce qui est la matière qui est contenue dans le sol tous les ans, pas grand-chose, 0,4%, on compenserait l'ensemble des excédents carbone de l'humanité. Et puis évidemment, ça redonne un sens à l'agriculture, ça nous redonne des paysages, ça nous redonne un aménagement, ou plutôt un aménagement du territoire. Enfin bon, je pense que cette idée d'agroécologie, c'est-à-dire qu'il faut trouver dans la nature des solutions aux problèmes posés par la nature elle-même, est aujourd'hui non pas un retour en arrière ou un retour à la terre, pas du tout. C'est l'horizon de la science. Et vous allez sur le site de l'INRAE, d'ailleurs c'est pas un hasard si la FNSEA a muré l'entrée de l'INRAE avant-hier. Vous allez sur le site de l'INRAE, c'est que des publications sur l'agroécologie, parce que ça demande peut-être pas énormément de technologie, mais ça demande énormément de science pour comprendre en fonction de quel terroir on met quelle association culturelle, quel prédateur on réintroduit pour éliminer quel ravageur. Ça demande beaucoup plus de science, de savoir. Et puis ça crée des processus nouveaux. Par exemple, la grande mode, l'horizon ultime, c'est le sans-labour, le semi-direct. Et ça veut dire qu'on rompt avec 10 000 ans de pratique du labour. Donc, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une nouvelle manière d'approcher l'environnement et notre propre survie, évidemment. Alors, je relève ce que vous venez de dire. Personne n'a le courage de le dire. On entend beaucoup de gens, quand même, prôner cette agrobiologie avec... je pense à quelqu'un comme Yves Cochet qui reconnaît que si on revient à ça, il va falloir que les gens des villes aillent biner, sarcler de temps en temps pour produire assez pour manger. Est-ce que vous pensez que c'est un programme, on va dire, populaire? Je pense d'abord que si les gens le faisaient, ils trouveraient ça assez sympa, en fait. Donc, il faut un peu... alors, ma femme qui est dans la salle... a vécu sous la Roumanie communiste où les élèves devaient passer 1 mois par an à travailler au champ. Alors évidemment, ce n'est pas forcément le modèle chez Ceausescu que je prône. Oui. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même dans le rapport charnel à la nature le début de toute transition possible. On pourra ne rien, on parle du carbone, de la biodiversité, de tout ce que vous voulez. On ne fera rien uniquement avec de la fiscalité et du réglementaire si les gens n'ont pas, à titre personnel, un tout petit peu, quelque part dans leur journée, cette joie que procure
le fait de prendre soin du vivant, mais ça peut commencer avec un vermicomposteur dans son salon quand on est urbain. Ce n'est pas forcément des grandes choses, mais c'est des choses qui tout d'un coup vous font penser autrement. Vous commencez avec un vermicomposteur et vous finissez par plus prendre l'avion. Parce que petit à petit, vous vous mettez à voir le monde sous un prisme différent et à réinterroger énormément de gestes quotidiens en fait, de notre modernité. Ensuite, sur la transition agroécologique, je pense que pour le coup, ce n'est pas un bon argument. Que l'agroécologie aujourd'hui, on sait la faire de manière productive. Il ne s'agit absolument pas d'opposer productivité et écologie. Ça, c'est vraiment, quand on parle de l'agriculture productiviste, je pense que c'est un très très mauvais terme. Qu'elle soit chimique, oui, c'est ça le problème. Mais le problème, c'est pas de vouloir produire. Les agriculteurs, les maraîchers en permaculture, ils sont ravis de produire du bio-intensif sur des très petites surfaces. Donc, et d'ailleurs, moi, philosophiquement, je fonde l'agroécologie dans Henri David Thoreau, qui est un peu ce pionnier poète de l'écologie. Vous en parlez beaucoup voilà, dans le livre. Du 19e américain. Et lui, il se réfugie dans une cabane qui est assez connue autour du lac de Walden. Il y passe quelques années en accord, en harmonie avec la nature, etc. Mais contrairement à ce qu'on pense, Thoreau n'est pas du tout un ermite. Il n'est pas du tout en autosubsistance. Lui, il veut produire. Et donc, il a son champ de haricots, pas pour se nourrir lui-même, mais pour le vendre. Et d'ailleurs, dans son livre, il tient ses comptes. Et au début, il dit, je ne mets pas d'intrants, donc l'équivalent des intrants de l'époque, c'est-à-dire du cuivre, par exemple. Et puis ensuite, première année, il fait la bourrée. Deuxième année, il dit, je ne vais même pas faire la bourrée, ça va m'épargner le coût de louer la charrue. Et il tient ses comptes comme ça, et il dit, mais finalement, sans intrants, sans labour, alors j'ai un peu moins de rendement, mais j'ai beaucoup plus de temps, et en fait, in fine, mon bénéfice net est supérieur à celui de mes voisins gros fermiers qui ont plein d'investissements, plein de dettes, et qui dégagent moins que moi à la fin de l'année. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les études aujourd'hui sur les fermes agroécologiques, où on s'aperçoit qu'il peut y avoir un petit peu moins de rendement, ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais que la diminution des coûts et l'équilibre général qui est créé et qui est beaucoup moins dépendant du prix des matières premières, de la guerre en Ukraine, de tel événement météorologique, fait que c'est des exploitations qui sont rentables, qui peuvent être pérennes, mais alors évidemment, elles sont aujourd'hui un peu en concurrence déloyale avec un système à la fois économique et de subventions qui est, lui, fondé sur l'agriculture chimique. Donc les subventions de la PAC à l'hectare, évidemment, sont un peu déloyales par rapport à des gens qui opèrent cette transition. Donc il est certain que le jour où on aura un vrai plan de transition agroécologique comme on en a eu dans les années 60 pour la Révolution verte, eh ben, il faudra revoir les chaînes de valeur, les modes de subvention, les modes d'aménagement du territoire. Enfin, c'est tout un lot de politiques publiques quand même auquel on ne peut pas échapper. Alors vous avez, ça me fait rebondir, vous avez publié, je pense, une note de blog tout récemment en disant « Je savais que ce livre allait faire que des mécontents ». Prenons l'exemple de dialogue avec Marine Tondelier, responsable de LV, une autre responsable, excusez-moi j'ai oublié le nom, avec laquelle vous parlez, et vous parlez notamment du fait que vous n'êtes pas dans une logique d'une transition écologique qui serait anticapitaliste. Alors expliquez-nous la nuance qu'on pourrait faire. Alors, dans le chapitre de ce livre qui parle justement d'Aristote et de Thalès, je rappelle que Aristote, lui, il crée le mot d'économie d'ailleurs pour désigner l'économie du foyer, c'est-à-dire trouver dans son foyer au sens large une forme d'équilibre. L'économie, c'est juste ça, c'est mettre des chiffres sur les flux qui entrent et les flux qui sortent pour qu'on soit pérenne. Et il oppose ça à la crématistique, qui est le fait de faire de l'argent pour l'argent, de faire du profit, les banquiers de l'époque. Et il dit, bon, la crématistique, c'est pas bien, l'économie, c'est bien. Marx reprendra cette distinction telle qu'elle. Et puis, il y a un moment donné qui est moins commenté dans la politique d'Aristote, où il dit, mais il y a quand même une crématistique vertueuse, c'est tout ce qui concerne les choses agricoles. Là, c'est bien. Et puis, il ne dit pas pourquoi, et puis il passe à autre chose. Et donc, c'est ça que j'ai voulu aller explorer un peu. Je me suis dit, bon, très bien, on est contre... Alors, en l'occurrence, je pense qu'effectivement, la croissance, l'idée de croissance, est une idée qui, après tout ce que je vous ai dit sur le mus, c'est juste une idée erronée. Ce qui croît décroît. Des choses croissent, d'autres se corrompent. Et en fait, c'est dans ce cycle-là, qui est assuré par l'humus, qu'une stabilité peut advenir. Donc, l'idée de croître sans décroître est absurde.
Donc je pense que juste ce terme et cette pensée-là est inutile. Et je pense qu'il faut décorréler, parce que souvent quand j'ai des bouquins écolos, je suis complètement d'accord avec à peu près tout, puis il y a toujours les 10 dernières pages sur le capitalisme. Du coup, il faut abolir le capitalisme, et puis on s'arrête là. C'est pour ça qu'on ne progresse pas, c'est parce que ça ne fait pas un plan très, je veux dire, fonctionnel. Je pense qu'il faut décorréler la question de la croissance, qui est effectivement une illusion, et la question différente de la manière dont on régit les échanges entre les hommes. Est-ce que c'est de manière administrée? Est-ce que c'est de manière quasiment anarchique en commun? Ou est-ce que c'est par l'échange, c'est-à-dire l'économie de marché? Alors, on peut avoir l'utopie qu'un jour on arrivera à un système des communs en micro-régions où tout le monde travaillera dans des coopératives et tout ça, et cette utopie-là, elle est intéressante, je la travaille, mais elle est quand même lointaine. En attendant, je trouve que, effectivement, l'économie de marché, c'est-à-dire le fait de pouvoir multiplier des expériences diverses, permet à une puissance qui permet au fond, de ne pas attendre que tous les êtres humains soient convertis à la vertu et de gérer leur vice au mieux pour aboutir à un résultat collectivement satisfaisant. Je vais vous donner un exemple. Si on disait demain, c'est une expérience de pensée, je ne dis pas qu'il faut faire ça forcément, mais si on disait demain, comme on a fait pour les véhicules thermiques, en 2035 au niveau européen, on interdit les intrants chimiques. C'est une règle légitime politiquement, parce que c'est les êtres humains en Europe qui décident que c'est vraiment mauvais pour les sols, pour la santé, pour l'eau, pour tout. Ensuite, c'est quelque chose de simple. Les agriculteurs se plaignent à juste titre de la complexité de la bureaucratie qui leur est imposée, mais cette complexité vient aussi de l'absence de choix politique. Si vous faites quelque chose d'aussi simple, vous n'avez plus besoin de centaines de lois sur les haies, sur les zones humides, sur les jachères, parce qu'en fait, pour atteindre un objectif aussi simple et donc aussi contraignant, ils seront bien obligés de passer par là. Et ensuite, vous laissez faire. À partir de cette contrainte très très forte, vous dites, maintenant, il va y avoir évidemment plein d'entreprises qui vont se former pour proposer des services de formation, pour proposer des associations culturelles. Et tout ça va s'organiser, pas forcément parce que les gens seront vertueux de cœur et d'âme, mais parce qu'on aura posé une règle assez simple pour que l'ensemble du système se réorganise autour de celle-ci. Et on l'a déjà fait quand on a aboli l'esclavage au XIXe siècle. Il y a des économistes, dont Thomas Carlyle, qui ont dit « Ah mais non, mais surtout pas, ça va déstabiliser le système économique ». Et il y a eu des débats, pendant des dizaines d'années, des débats d'économistes là-dessus. Puis à un moment donné, les gens ont dit « Non, mais non, c'est vraiment une règle qui n'a rien à voir avec l'économie, c'est interdit ». Le système s'est réorganisé autour de cette règle. Donc le marché est tout sauf anarchique. Il se construit autour des règles qu'on lui pose. Et donc je pense que pour se donner les moyens, dans l'état actuel, et vu l'urgence, et indépendamment des utopies qu'on peut par ailleurs cultiver, de réaliser au plus vite des transitions qui permettent d'éviter l'effondrement de la biodiversité, qui est la chose la plus grave, ce qu'on voit, parce qu'il y a la question du carbone et de l'énergie, mais l'effondrement de la vie, je rappelle quand même, moins 74% de population d'espèces sauvages en l'espace de 50 ans. C'est-à-dire que l'humanité a détruit 3/4 de la vie sur Terre. Et ça, ce n'est pas le changement climatique, parce que les deux premiers facteurs, c'est la destruction de l'habitat et la surexploitation des ressources. Le changement climatique arrive en troisième. Donc, même si, par expérience de pensée, on résolvait le changement climatique demain par géo-ingénierie en envoyant le carbone sur Mars, et Elon Musk avec, on n'aurait pas résolu le problème. Voilà. Donc voilà, donc tout ça pour dire que... Et tout ça pour dire que je me fais que des ennemis, voilà, puisque c'était le début de la question. Puisque quand je suis à côté de Marie Condelier, je lui dis « Mais êtes-vous anticapitaliste ?» Elle me dit « Je ne sais pas ». Donc je dis « Pour un grand parti politique, il faudrait quand même se faire un peu une idée de savoir si on détruit le capitalisme ou pas. » Et puis quand je suis avec une droite qui s'est complètement radicalisée dans son mépris de l'environnement, il faut le dire, notamment au Parlement européen, eux, ils sont dans un déni absolu de l'état de la science aujourd'hui. Il dit mais 61% des sols sont dégradés, c'est les chiffres de la Commission européenne sur lesquels d'ailleurs le Parlement européen a voté l'année dernière une loi de restauration des sols. Non, voilà, non, les agriculteurs font tout bien, il ne faut pas s'en occuper. Mais je veux dire, c'est pas, on n'accuse personne. La révolution chimique, elle s'est faite parce qu'elle avait des raisons de se faire, comme le dit Marc-André Solos, qui est un biologiste, je vous recommande d'ailleurs tous les ouvrages, notamment le dernier, Nature et préjugés, qui est formidable. Mais l'évolution naturelle,
comme l'humanité progresse en faisant des erreurs. C'est normal. C'est le principe des mutations dans l'évolution naturelle. C'est des erreurs. Et il y a des erreurs utiles, des erreurs inutiles. Donc, c'est pas grave de l'avoir fait. Personne n'en est responsable. Mais simplement, ne pas aujourd'hui le reconnaître que c'est une erreur et que par rapport à cette erreur, on peut progresser avec ces mêmes acteurs qui sont en plus des acteurs extrêmement adaptatifs. Il n'y a rien de moins conservateur qu'un agriculteur qui est constamment habitué à se réinventer en fonction des guerres dans le monde, en fonction de la météo, en fonction du consommateur. Enfin, constamment, ces gens innovent. Et donc, ça ne devrait pas être compliqué d'ouvrir les yeux sur cette erreur et de permettre au progrès d'advenir. Mais en fermant les yeux, on empêche le progrès d'arriver. Et donc, effectivement, quand on défend une écologie qui n'est pas anticapitaliste, ce qui est à la fois très radical dans ce qu'elle propose, mais qui considère qu'il ne faut pas renverser le capitalisme pour y arriver. Je note d'ailleurs qu'il y avait à l'inverse, il y a eu des expériences politiques totalement croissantistes, industrialistes et productivistes et non capitalistes, comme l'URSS. Donc ça prouve bien que les deux ne sont pas corrélés. Eh bien, on se retrouve je trouve dans une zone qui est politiquement complètement indiscernable, alors que pourtant, beaucoup de gens s'y reconnaissent. Alors, je voudrais rendre grâce à votre livre. Ce n'est pas comme précis de politique, pas du tout. Vous visitez énormément d'auteurs et de philosophes, toujours selon le principe « je pars de la Terre et je trouve des auteurs qui ont pu en parler ». Et vous avez, par exemple, vous ressortez quelqu'un, ça pourra faire plaisir ici en Béarn, c'est Élisée Reclus, l'orthésien. Il a vécu à Orthez. Comment vous êtes tombé sur Élisée Reclus? Vous le connaissiez? Comment ça s'est passé? Ah oui, alors Élisée Reclus, c'est un géographe de la fin du 19e qui a vraiment imposé la géographie comme science populaire, qui s'est lui-même beaucoup promené partout dans le monde et qu'on a tiré de magnifiques récits de voyage qui sont aussi des explorations scientifiques, qui écrit très bien et qui a une plume aussi qui trahit un peu sa gentillesse, son humanisme. Enfin, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a envie d'être copain quand on lit ses livres. Il écrit, si vous voulez commencer, par exemple, l'histoire d'un ruisseau, où il part de l'amont d'un ruisseau, il arrive jusqu'à Laval, ça fait 300 pages. C'est vraiment très joli. Et par ailleurs, politiquement anarchiste, exilé pendant la Commune, emprisonné, tous ses frères, c'est toute une grande fratrie qui traîne un peu dans la même mouvance politique, donc vie très compliquée politiquement. Mais c'est un anarchisme, comment dire, les vrais anarchistes, c'est-à-dire c'est un anarchisme doux. C'est au fond une très 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 bel idéal que les êtres humains soient égaux et qu'ils s'auto-organisent sur le terrain. C'est pas du tout un idéal de chaos, au contraire, c'est de la règle, mais c'est de la règle qui émane de la coordination spontanée entre les individus, qu'ils soient d'ailleurs humains ou non humains. Et j'ai vraiment découvert Élisée Reclus. Je ne sais plus comment j'y suis arrivé d'ailleurs, par quel bout. De mes recherches, j'ai le sentiment que c'est le premier philosophe à avoir parlé de l'humus, ou du terreau, ou du compost. Ça paraît complètement fou qu'en 2000 ans de philosophie, et 2000 ans forcément de compost qui existe depuis qu'il y a de la vie sur Terre, personne n'en ait parlé. J'en ai pas trouvé. J'ai même demandé à ChatGPT, parce que j'étais complètement ahuri, qui m'a sorti une magnifique citation de Rousseau de la nouvelle, pas de la Nouvelle Héloïse, mais de Émile, en disant oui, au chapitre 4 de Émile, Rousseau explique que eh bien, la terre se décompose en un humus fait de crottins de cheval, etc., et que ça permet la nature dans la culture dans la nature. Je me dis, ah oui, c'est très rousseauiste ça. J'ai quand même été vérifié dans l'Émile pour m'apercevoir que c'était une hallucination totale de ChatGPT. Si j'avais dit merci, il aurait validé cette citation, et quand plus tard un élève lui aurait demandé le texte de l'Émile, il lui aurait ressorti ça. C'est assez vertigineux. Alors je lui ai répondu, c'est faux. Et il m'a dit, oui, désolé. Donc, méfiez-vous, j'ai juste ça. Oui. Voilà. Alors, Élisée Reclus, pour de vrai, à moins que je sois victime d'une hallucination d'envergure encore plus importante, a parlé de l'humus dans son grand livre sur la Terre, justement en parlant de ce principe de cycle. Et donc, je me suis plongé dans Élisée Reclus, qui pour moi trace vraiment d'excellentes lignes sur la question écologique et environnementale. Parce que d'abord, dès son époque, dès le 19e, il est assez radical sur le mal que fait l'homme à son milieu, ce qu'il appelle son milieu, parce qu'il est géographe.
Mais c'est en même temps encore un homme des Lumières qui est très optimiste et qui dit que le mal que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Parce que l'homme est la nature devenue consciente d'elle-même, dit-il. Donc il fait de nous des êtres biologiques. Il dit d'ailleurs, il faut se rappeler qu'on est des sauvages. Et il faut se le rappeler aussi en se comportant en sauvage de temps en temps, en allant dans les ruisseaux, en allant dans la forêt, en retrouvant un peu de notre nature sauvage. Il faut aussi comprendre que si on détruit la planète, et ça c'est ce que dit très bien Solos aujourd'hui, c'est pas parce que l'humanité est une espèce d'espèce complètement bizarre et vicieuse et en dehors de tout, c'est au contraire parce qu'on fait exactement comme font les animaux. Les animaux ne sont pas particulièrement respectueux de leur environnement, de leurs ressources. Solos prend l'exemple des singes des macaques à longue queue de l'île de Koram, près de la Thaïlande, qui ont mangé toutes les huîtres, toutes les grosses huîtres de l'île, gros coquillages dont ils se nourrissent. Et puis comme ils n'ont plus rien à manger, il n'y a plus que des petits coquillages. Et donc là, ils inventent des outils, vous voyez, c'est des technosolutionnistes, pour ouvrir les petits coquillages. C'est Trump. On va forer pour avoir du gaz de schiste, maintenant qu'on n'a plus de pétrole. Et puis à la fin, ils n'ont plus de petites huîtres non plus et ils meurent. Voilà, super. Donc, si l'humanité peut sortir de sa condition biologique, ce n'est pas en inventant des techniques, ça tout le monde le fait. C'est précisément en faisant ce saut incroyable qui consiste à devenir, dit Élisée Reclus, la nature consciente d'elle-même, comprendre la complexité des écosystèmes dans lesquels nous sommes, et ça, nous sommes les seuls à pouvoir le faire, et agir en conséquence. Et ce que dit bien Élisée Reclus, c'est que quand on agit en conséquence, il ne s'agit pas donc de réensauvager. Et par rapport au débat très fort qui agite le milieu de la conservation aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui disent sur les espaces naturels, il ne faut rien faire. Et d'autres qui disent non, l'homme peut agir, y compris pour faire du bien selon les critères de la nature elle-même. Ces critères, c'est quoi? C'est ajouter de la diversité et de la quantité de vie. Quand on réintroduit le loup dans le parc du Yellowstone, c'est un acte humain de le faire. Le loup élimine la surpopulation des cervidés, qui permet aux castors de réapparaître, qui permet aux rivières de se reformer, qui permet aux poissons d'arriver. Et en fait, vous avez reconstitué à partir du loup tout un énorme écosystème. Et ça, c'est une pensée humaine géniale, parce qu'elle est scientifique, qui fait ça. Et donc, Élisée Reclus, il assume que l'avenir, c'est pas de parquer l'homme dans des villes pour faire des économies carbone et de réensauvager le reste. Non, c'est de refaire de l'homme un être naturel, mais qui arrive à conscientiser sa propre naturalité et qui donc entretienne un rapport avec son milieu qui soit un rapport positif. Il n'est pas contre, il décrit à la fin du livre sur le ruisseau une espèce d'utopie d'usine qui serait à la fois une coopérative, où donc chacun a le même droit dans la gouvernance de l'usine, même si le capital est réparti de manière différente, et cette coopérative serait au milieu d'une nature extrêmement pléthorique, et ça paraît complètement utopique, mais c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, ce que certains architectes essayent de faire aujourd'hui, de mêler complètement, de renaturer des immeubles, de remettre du sol de recréer du sol qui soit totalement non artificialisé. Donc, j'aime beaucoup cette idée que... et puis, Élisée Reclus donc, assume le terme de progrès. Il dit, nous avons des progrès à faire dans notre rapport avec la nature. Voilà. Et donc, c'est une philosophie qui, sous tous ces aspects-là et bien d'autres, me convient bien et je trouve donne une ligne pour penser notre rapport à l'écologie qui est aujourd'hui assez puissante et en fait assez nuancée. Vous dites que c'était encore un homme des Lumières, il était optimiste. Est-ce qu'on peut être encore aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après Élisée Reclus, un homme des Lumières et croire en l'homme et être optimiste? Bon, alors d'abord, sur le long terme, on ne peut qu'être optimiste. Arne Naess, qui était le fondateur de l'écologie profonde dans les années 70, à la question « Êtes-vous optimiste ?», répondait « Je suis optimiste pour le 22e siècle ». Alors il aurait peut-être pu dire le 22e millénaire, mais à l'échelle des temps géologiques, tout ça c'est rien. Et ce qui est assez, je trouve, réjouissant, c'est de comprendre que toutes les bêtises qu'on fait, à l'échelle de la vie, c'est rien du tout. Et que même s'il faut 5 ou 6 millions d'années pour reconstituer la biodiversité, c'est pas grand-chose finalement. Donc le problème, c'est nous. C'est pas la vie ou la nature qui, de toute façon, elle va poursuivre son chemin et son évolution. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une pensée assez rassurante et consolatrice. Il suffit d'aller voir Tchernobyl, le dernier film de David Attenborough, Zoom Out sur la ville de Tchernobyl, et vous apercevez que Tchernobyl, la zone d'exclusion humaine autour de Tchernobyl, 30 km de diamètre, aujourd'hui, c'est la plus grande réserve de biodiversité en Europe. Alors les animaux sont un peu bleus, rouges, jaunes,
mais néanmoins, il y en a beaucoup plus, et des formes très diverses. Et cette ville qui est une ville de béton atroce, soviétique, ou comme ce qu'on a pu construire autour de nos propres villes, et on voit ces villes-là, souvent on se dit mais c'est terrible ce qu'on a pu faire. Mais en fait, en 40 ans, il n'y en a plus. Tchernobyl, c'est une forêt aujourd'hui. Et ces ruines-là, c'est comme des ruines incas dans la forêt amérindienne. Les arbres ont complètement craqué le bitume. Il y a la croix soviétique au bout de... Enfin, la faucille soviétique en haut d'un immeuble qui est surmontée par un petit frêne. Et vous avez les chevaux de Przevjevski, qui sont les derniers chevaux sauvages du monde, qui gambadent sur les trottoirs, où il n'y a plus que de l'herbe. Donc on se dit, mais voilà, en 40-50 ans, c'est devenu une ruine. Ce sont nos ruines. Et nos ruines sont une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit de l'éternel. Maintenant, à plus court terme, honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas le chemin politique, puisque ce qui se passe, c'est une réaction complètement inverse. Et ce qu'on voit émerger, on parle de partis d'extrême droite, de mouvements populistes, enfin, ce qu'ils ont vraiment en commun, de mon point de vue, c'est un mépris complet de la question environnementale, parce qu'ils fonctionnent sur ce logiciel intellectuel qu'on peut comprendre, qui est que rien ne doit entraver l'exercice de la liberté humaine, et que de toute façon, la technologie trouvera des solutions à tout. Voilà. Et ça, j'espère que c'est un chant du cygne, au fond, de vieilles idées qui... aujourd'hui, c'est tellement difficile d'en changer que voilà, il y a une espèce de résurgence parce qu'on veut encore y croire. Mais que, clairement, les avant-gardes partout dans le monde, elles vont en sens inverse. Et que j'ai tendance à penser, quand je regarde l'histoire sur le long terme, l'histoire de la Révolution française, par exemple, bah oui, ça prend 1 ou 2 siècles, ces transformations-là, mais les avant-gardes et ces idées qu'elles poussent finissent quand même par triompher à la fin. Donc j'espère que c'est un chant du cygne, voilà. Bon, peut-être une dernière question. Votre livre, enfin, je reviens simplement, je vais faire une petite confidence, c'est que je vous ai contacté cette semaine, je vous dis est-ce que vous voulez qu'on prépare la question, on m'a dit pas du tout, on va vagabonder. Ça, j'ai trouvé ça étonnant. Il y a peu d'invités que j'ai pu interviewer qui m'ont dit non, il n'y a pas de plan, on vagabonde. Comment votre pensée a-t-elle vagabondé au fil de ces philosophes revisités? Est-ce que vous êtes arrivé à la fin d'un cheminement, ou est-ce que vous continuez finalement à réfléchir, à parfois vous contredire ou... Oui. Alors, le vagabondage, pour moi, c'est vraiment un principe de vie essentiel. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre qui retrace donc ma promenade à cheval sur les traces de montagne de Bordeaux à Rome, Notre vagabond de liberté. Parce que ce que je recherchais, après justement avoir fait un grand reportage sur l'intelligence artificielle, c'est que je recherchais tout l'inverse. Je recherchais à la fois un auteur, Montaigne, qui écrit par saut et gambade, qui voyage par détour, et qui vit d'ailleurs de manière vraiment dans le temps présent. Et je recherchais quelque chose qui ne soit pas planifiable, qui ne soit pas prévisible. Et on a tellement tendance à tout normer, même quand on fait une conférence, comme vous le dites, on dit alors on va d'abord vous demander ça, vous allez répondre ça. Votre interlocuteur va vous objecter ça, vous allez lui dire ça, mais je vous jure. Et ça, c'est vraiment toute une peur du risque terrible qui explique d'ailleurs la bureaucratisation de nos sociétés. La bureaucratisation, c'est diluer, enfin, je veux dire, c'est transférer la responsabilité au niveau supérieur. C'est ça la responsabilisation, c'est diluer le risque. La bureaucratisation, pardon. Donc, le vagabondage, c'est une lutte politique. Le droit à l'errance, comme disait Isaiah Berlin, c'est quelque chose de fondamental pour moi. C'est ce que nous permettent de moins en moins tous ces systèmes, notamment informatiques, qui encadrent nos vies, qu'ils soient privés ou publics, qui fait qu'il faut constamment se justifier, constamment cliquer, constamment se renseigner des trucs. Et on perd toute la créativité, parce que le progrès se fait par erreur, par vagabondage. Bon, et précisément dans mes livres, enfin dans ce livre en tout cas, vous allez voir les grandes conclusions que j'en tire, les grands principes, ils arrivent à la fin. Et je dis que bon, c'est un essai, hein. C'est pour ça que ça s'appelle essai d'ailleurs, comme le disait Montaigne, qui invente le terme. C'est un essai, c'est une tentative. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est prendre 10 grands principes ou un grand principe et dire je vais vous en faire la démonstration. Ça, c'est l'horreur. Puis en fait, c'est très facile à faire. Ce qui est intéressant, c'est le chemin. Et après, chaque lecteur peut
prendre des choses sur ce chemin, et puis lui décider que finalement, voilà, il va prendre un autre embranchement. Et moi-même, je dis à un moment donné, je parle du Phèdre de Platon, où on a souvent moqué Platon, parce que Platon dit quand même cette nouvelle technologie, l'écriture, c'est pas génial, la parole c'était beaucoup mieux, comme on est en train de faire, parce que quand on écrit quelque chose, et d'ailleurs il prend la métaphore agricole, c'est ça qui est génial, il dit quand on écrit quelque chose, c'est un peu comme si on cultivait des plantes en pot. Alors que quand on parle, bah, c'est vraiment du semis à la volée, quoi. Et on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Et moi, quand je mets le point final à un livre, quand je signe le bon à tirer, j'ai évidemment un regret. C'est que je sais que le lendemain, je vais lire un article où je vais entendre un contre-argument qui va déjà me faire évoluer. Et le livre que vous lisez n'est déjà plus le livre que j'ai envie de défendre. En fait, tous les jours, forcément, heureusement, parce qu'on est vivant, on se met à penser autre chose. Et puis surtout, quand on parle de ces sujets, il y a toujours des gens qui viennent vous voir et puis qui vous exposent de nouvelles idées, de nouvelles lectures. Et donc, c'est juste un état de la pensée. Voilà. Et il faut vraiment le prendre comme un chemin, parce que c'est comme ça qu'il est intéressant et que chacun peut le poursuivre. Oui, je ne saurais que conseiller de prendre ce chemin-là. On apprend énormément de choses, on redécouvre, on revisite, on découvre aussi des auteurs. Et écoutez, je vous remercie pour ce cheminement d'1 heure qui s'achève. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.